Toutes les 48 heures, il y a une compagnie de CRS qui quitte le commissariat et qui va faire le tour des 7-8 petits campements de la ville pour en expulser les personnes qui y survivent, et ils les repoussent vers la sortie du terrain. Une fois que les policiers sont partis, très souvent les personnes reviennent mais se rendent compte qu'elles n'ont plus leur tente ou plus leur sac à dos par exemple. Ce qui se passe au petit matin lors de ces expulsions, c'est une véritable battue. Je m'appelle Louis Buiter, j'ai 28 ans, je suis journaliste indépendant depuis 2015. Je travaille surtout sur des sujets liés à l'exil, donc les causes, les conflits sociaux et les conséquences, donc à savoir l'arrivée d'exilés dans nos pays d'Europe et plus particulièrement en France. J'ai surtout travaillé à Calais, à la frontière britannique ces dernières années. Et là, je sors un bouquin depuis une semaine qui s'appelle L'Abattu aux éditions du Seuil. En 2020, je fais une photo qui va particulièrement être ensuite partagée et relayée d'un agent de nettoyage en train de lacérer la tente d'un exilé à coups de couteau pour plus qu'elle soit réutilisable. Il y avait un homme sous cette tente à Calme, un jeune kurde de la trentaine, qui sort de la tente au moment où les policiers lui demandent de sortir. 30 secondes après, l'agent de nettoyage la découpe. Donc moi à ce moment-là, je mitraille pendant que lui, à Calme, filme cet agent de nettoyage et pose la question pourquoi ils font ça en fait. Je me dis c'est extrêmement dégueulasse, mais au moins cette preuve elle est là, elle existe et j'espère qu'elle va faire mouche. Dans les jours qui ont suivi, Gérald Darmanin a lui aussi tenté d'éteindre la polémique en assurant qu'il s'agissait d'une seule personne qui l'a serré les tentes et que cette personne avait été licenciée. Une société, je la citerai pas parce que la personne qui d'ailleurs s'en occupait a été licenciée, une société a retiré en lacérant les tentes pour les mettre ensuite à la benne, parce qu'on mettait ces tentes qui étaient largement, malheureusement, utilisées avec des gens en promiscuité, à la déchetterie. On prendra désormais les tentes, on les mettra directement dans les déchets, sans effectivement les lacérer. Nous, encore quelques semaines après, on avait d'autres photos, d'autres agents, et c'était une pratique systématique. Après la diffusion de cette photo, après les polémiques, je me dis qu'il est important qu'on soit vigilant à ce qui se passe à cette frontière, donc je décide de m'y installer pour quelques mois, puis du coup pour un an, pour essayer de voir au quotidien comment ça se passe à cette frontière. Le contexte de cette frontière, il remonte aux années 90, avec l'éclatement de l'URSS et de l'ex-Yougoslavie, avec l'arrivée des premiers réfugiés qui sont en demande de refuge vers le Royaume-Uni. En 2016, il y a ce qu'on appelle la Grande Jungle, qui est le plus grand bidonville d'Europe. À moins d'1 kilomètre de la Manche, près des barrières installées le long de la voie express, voici la jungle de Calais. Le bidonville est organisé en quartiers, les migrants du Sahel loin de la route, au nord de l'étang les Syriens, près de la voie express, les Afghans. Il faut s'imaginer 10 000 personnes de cultures différentes, de pays différents, de religions différentes. Donc il y avait des restaurants afghans, des restaurants érythréens, plusieurs mosquées, plusieurs églises, une école. C'était carrément une ville, mais hors de la ville. Et ces personnes-là, dont les demandes d'asile ont parfois été refusées dans d'autres pays d'Europe et en France, n'ont qu'un dernier but, c'est atteindre le Royaume-Uni. Octobre 2016, à la fin du mois, Bernard Cazeneuve, qui est ministre de l'Intérieur du gouvernement socialiste de François Hollande, décide d'expulser la Grande Jungle parce que la situation est devenue intenable politiquement et humainement. C'est en faisant preuve de persévérance, de méthode dans la mise en place de ces actions que nous dégagerons une solution efficace et pérenne à la crise que subit la ville de Calais, et ce, je le dis très clairement, car tel est bien mon objectif, jusqu'à la fermeture définitive du campement. Quand la Grande Jungle est expulsée, Bernard Cazeneuve met en place la stratégie du 0 point de fixation, qui consiste à ce qu'aucun campement ne se reforme. Le quotidien à Calais des personnes exilées, il est rythmé par ces expulsions qui ont lieu toutes les 48 heures. Toutes les 48 heures, il y a une compagnie de CRS qui quitte le commissariat et qui va faire le tour des 7-8 petits campements de la ville pour en expulser les personnes qui y survivent, et ils les repoussent vers la sortie du terrain. Une fois que les policiers sont partis, très souvent les personnes reviennent mais se rendent compte qu'elles n'ont plus leur tente ou plus leur sac à dos par exemple. First I was in here, but the police come and remove all the trees from here. And now they are coming every day taking our tents and then they are putting tents in the trash. Les personnes doivent mettre en place des stratégies de solidarité entre elles pour se prévenir de l'arrivée des policiers, pour sauver leurs affaires, leurs tentes, leurs manteaux, leurs porte-monnaie, enfin leurs effets personnels, lors de ces expulsions-là. Ce rythme-là, c'est un rythme qui impose en fait un rythme qui n'est même pas un rythme de vie, mais un rythme de survie. Il faut penser à se nourrir, il faut penser à dormir en sécurité, et ce qui n'est pas toujours possible. Cette stratégie du 0 point de fixation, elle
témoigne un peu de ce que l'État veut mettre en place pour ces personnes-là. C'est les empêcher de partir au Royaume-Uni, mais les empêcher de rester sur le littoral aussi. Donc on est dans quelque chose d'assez paradoxal, mais d'extrêmement violent en fait. Parce que ces personnes-là, si elles n'ont même pas un endroit ou un moment pour réfléchir à leur parcours, à leur volonté, à leur désir aussi en tant que personnes humaines, on leur confisque totalement en fait cette liberté qu'ils ont de choisir et de circuler. Ces 30 dernières années, même la ville de Calais, elle a vachement évolué. C'est devenu une ville remplie de barbelés, de murs, de caméras, de surveillance, de policiers. On dirait vraiment une forteresse. Pendant près de 2 ans, la sous-préfecture du Pas-de-Calais a émis un arrêté préfectoral interdisant à quiconque de distribuer de la nourriture ou de l'eau gratuitement dans une trentaine de rues de la ville. Ça veut dire qu'un associatif qui donnait un sandwich à une personne qui en avait besoin ou servait un thé à une personne qui en avait besoin dans une rue qui ne lui était pas autorisée, prenait 135 € d'amende. La mairie, quant à elle, sur les distributions d'eau notamment, a mis en place des stratagèmes médiévaux pour empêcher aux associations de venir récupérer leurs cuves et de les remplir. Des gros rochers d'1,5 tonne qui ont été posés là où les camionnettes des associations venaient pour mettre de l'eau dans les cuves. Il y a un mantra qui est le mantra de l'État depuis maintenant près de 30 ans aussi, c'est le duo humanité-fermeté. Humanité parce qu'on donne un minimum à ces personnes-là pour qu'elles ne meurent pas, et fermeté parce que toutes les personnes qui ne sont pas en droit d'être sur notre territoire seront expulsées. 85% des moyens financiers sont mis dans la fermeté, donc la mobilisation de la police, la sécurisation du port, des infrastructures, et 15% seulement dans la distribution d'eau, de nourriture. La France se referme. Les frontières se referment et la politique se durcit. Le livre s'ouvre sur 4 pages, qui sont les 350 noms des hommes, des femmes et des enfants qui sont morts à cette frontière-là. C'est important de rappeler qu'une frontière, c'est pas seulement une ligne invisible ou visible par des barbelés, c'est quelque chose qui empêche à des personnes humaines de vivre leur vie comme ils l'entendent, de choisir en fait ce qu'ils veulent pour leur futur et celui de leurs enfants. C'est important de photographier ça, de témoigner de ça, de venir faire des documentaires, de venir faire des bouquins sur le sujet, parce que ça raconte et ça racontera ce qu'on a collectivement accepté à une période. Il y a une indifférence un peu qui est construite aussi par les milliers de reportages qu'on a déjà vus sur Calais, sur « ouais mais cette frontière elle existe, on n'y peut rien ». On voit que des associations, que des Calaisiens et des Calaisiennes ne se disent pas « on n'y peut rien ». Ils essayent de faire en sorte que la vie de ces personnes soit moins rude au quotidien.